Épisode numéro 40 du podcast de Passion MLB. Il y a eu de l'action cette semaine, mais pas sur le terrain, évidemment, parce que la saison morte bat son plein. Beaucoup d'actions hors du terrain au niveau des trophées, au niveau des rumeurs de transactions. Et Sébastien Berroir et moi, on est là cette semaine pour faire le ménage dans tout ça. Monsieur Berroir, comment allez-vous? Ça va très bien, mais là, c'est quand qui signe Juan Soto? Quand? Dis-moi-le, là. Mais ça, là, tu poses des questions qui sont trop compliquées. Moi, je Oui, vais t'en c'est ça. poser des plus faciles, puis tu l'as même pas vu venir. Comment t'as aimé l'album de Linkin Park? C'est ça les vraies questions Oui, que les gens veulent savoir, parce que c'est notre début, c'est notre fin de tune. oui, Là, ils viennent de sortir un album, on n'a pas le choix. Il faut adresser la situation, Sébastien. oui. Là, tu es en train de me dire qu'on va changer notre tune d'intro puis de fin en prenant une du nouvel album? C'est là que tu t'en vas ou tu veux juste... Nouvelle question. Si t'avais à changer la tune pour la saison 2, quelle chanson tu mets? Probablement un petit Nest Machine, je pense. Ouais. Je sais pas pour toi, là, mais Oui. c'est dur à battre sur cet album-là. Ouais. Puis on s'en est parlé hors d'onde. Tu faisais un petit peu un line-up de frappeurs avec les tunes de Linkin Park. Puis Ouais. c'est un bon alignement pour se rendre en série mondiale. Mais tu sais, tu as un premier frappeur que tu vois qui est vraiment là pour se rendre sur les sentiers. Là. Une petite tourne Oui, de il est 20 vite. secondes. Là, Il est très vite. c'est Oui. ça, très rapide, Oui. pas là pour frapper pour la puissance. De 2 à 4, là, c'est du Juan Soto puis du Aaron Judge avec si tu mets Stanton numéro 4. Là, il y a des allusions à faire baseball Oui. partout. Là. J'ai vu récemment une vidéo, ça m'avait tellement fait rire. C'était un gars qui faisait des 4 de 7, mais tu sais, c'était comme gauche-droite, lumière verte, lumière rouge. Puis tu sais, là, tu sais, les gars, ils s'inventaient puis ils se disaient, hey, ben, tu sais, c'est sûr que c'est lumière rouge en 7. Tu sais, pas beaucoup d'offensive, mais tu sais, c'est la défensive, tu gagnes des championnats. Puis... Fait que moi, ça me fait toujours rire de faire des allusions sportives où est-ce qu'il n'y en a pas besoin. Fait On que ça peut m'a toujours trouver un moyen, là. C'est Absolument, sûr. absolument. Oui. Sébastien, j'ai envie de mixer ça cette semaine. J'ai envie qu'on garde le bloc ailleurs dans la MLB pour les rumeurs en tant que telles, vu que c'est la saison morte. Pourquoi pas profiter de l'intro pour parler de ce qui s'est passé vraiment dans les derniers jours et qui a retenu peut-être le plus l'attention. C'est les trophées, les différents trophées qui ont été décernés à travers le baseball majeur. Recrue de l'année, Louis Hill des Yankees et Paul Skeens des Pirates de Pittsburgh qui ont gagné ces deux trophées-là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, pleinement mérité pour Louis Hill. Je ne dis pas que ce n'est pas mérité pour Skins, on va y revenir, là, mais pour Hill, une saison incroyable. Puis c'est lui qui a un petit peu tenu le fort en l'absence de Garrett Cole. Il a un peu sauvé la saison des Yankees en quelque sorte parce que vraiment en début de saison, il était dominant. Puis on avait besoin d'un lanceur qui était dominant sur la butte parce que notre race n'était pas présent dans l'alignement. Puis notre race, quand il est arrivé au mois de juin, ça a été très, très difficile. Ça a pris du temps avant qu'il se mette en branle, que tranquillement, pas vite, la machine se mette à fonctionner comme elle le devrait, comme ça a été le cas en fin de saison. Donc, c'est un peu Louis Hill qui a pris ce rôle-là, pas à lui seul, mais quand même pour une recrue, d'avoir ces responsabilités-là. Il l'a fait de très belle façon. Pour Skane aussi, là, c'est pleinement mérité. Avait probablement plus de compétition. Le seul bémol, on s'en est parlé la semaine dernière, c'est son nombre de matchs joués. Il en a raté en début de saison. Vers la fin de la campagne, il ne lançait pas beaucoup de manches non plus. Donc, ça aurait pu se jouer là, mais quand même, tout ce qu'il a fait quand il arrivait sur la butte, sa domination contre des frappeurs qui étaient, tu sais, c'est des vétérans qui sont là depuis plusieurs saisons. Puis lui, il arrivait, le petit jeune qui sort de nulle part, puis il les déjouait complètement. Donc, c'était pleinement mérité. Il va falloir peut-être travailler un petit peu sa réaction quand il gagne un trophée, par contre. Hey, y avait-tu l'air de s'en foutre? Ah oui! Moi, il y a une partie de moi qui aime cette attitude-là dans le sens de comme, ouais, c'est rien, ok, parfait, là, j'ai des plus grandes choses à accomplir. D'un autre côté, recrue de l'année, tu gagneras plus ça dans ta vie. Tu aurais le droit quand même de faire un yes sir ou quelque chose comme ça. Là. Il Ben, avait l'air de. je comprends le principe que tu n'as rien accompli encore et que tu veux gagner le Cy Young, que tu veux gagner la Série mondiale, mais il y a une marge entre les deux. Là. On a passé de. Il était vraiment à 0 ou à 1. Là. Il aurait pu aller vers 20-25 comme réaction, puis on ne s'en serait pas soucié, mais vraiment, là, aucune réaction. C'était un petit peu spécial à voir. Il y a Mio, justement, qui nous demande là, est-ce que ça en dit plus sur un caractère nonchalant ou quelqu'un qui a faim pour plus? T'sais, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a faim pour plus. Ceci étant dit, pour ceux qui disent qu'il avait l'air nonchalant, je peux pas dire le contraire, là, parce que clairement, Ben, il avait l'air nonchalant. Ça il l'autre avait l'air avait l'air pas mal plus nonchalant. content que lui. Là.
Oui, c'est ça. Il avait l'air nonchalant sur son divan, mais je ne l'ai jamais vu avoir l'air nonchalant sur un monticule, par contre. Fait que, tu sais, il peut être nonchalant sur son divan s'il performe sur la bulle. J'ai aucun problème avec ça. En effet. Je pense que n'importe quelle autre année, excuse-moi, un gars comme Jackson Merrill aurait Oui, mérité de oui. gagner. Puis, ça se reflète dans le vote pour le MVP aussi. Là, Jackson Merrill a fini au 9e rang, Skeens au 18e rang. Tu me diras que c'est beaucoup plus un trophée de frappeur que de lanceur, évidemment. Skeens ne méritait pas de gagner le MVP, tandis que Jackson Merrill avait un petit argument à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est deux trophées différents. Puis ça le démontre par le vote. Paul Skeens qui a eu quand même 23 votes. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré que ça. En fait, je l'ai dit, je m'attendais à ce que les voteurs choisissent Jackson Merrill. Mon choix, moi, aurait été Paul Skeens, mais je ne pensais pas que c'est ce qui allait arriver, donc tant mieux si c'est ça qui est arrivé au final. Gérant de l'année, Stephen Vogt chez les Guardians de Cleveland et Pat Murphy chez les Brewers de Milwaukee qui l'emportent. Ben, du côté de Pat Murphy, le travail qu'il a accompli avec cette équipe-là, je ne me rappelle pas où tu avais placé les Brewers en début de saison. Moi, je les avais. Non, pas là, c'est ça, exact. Moi, je les avais au 4e rang de la division. Fait que, tu sais, personne ou presque s'attendait à ce que les Brewers performent à ce niveau-là en 2024. Puis c'est en grande partie grâce à Pat Murphy, parce que quand tu regardes l'alignement, oui, on a de la profondeur, oui, on a des bons joueurs, mais il n'y a personne qui ressort du lot, à part peut-être les Willie Adames, Christian Yelich. Puis Christian Yelich, on ne l'avait pas en fin de saison. Il était sur la liste des blessés. Ouais. Donc, ça prenait un gérant qui a rassemblé ces joueurs-là, qui leur a fait croire qu'ils pouvaient gagner, qu'ils pouvaient se rendre en séries éliminatoires. Malheureusement, ça s'est mal terminé, mais c'est un trophée qui est pour la saison, puis c'était pleinement mérité. C'est sûr que les autres gérants comme Mendoza avec les Mets auraient pu le remporter, mais vraiment ce que Pat Murphy a fait avec les Brewers, il n'y avait pas le choix de remporter ce trophée-là. Non, vraiment, c'était très, très, très mérité. Puis, tu sais, juste pour foutre la merde un petit peu, là. Il est bon là-dedans. Oh, écoute. Craig Counsell, il y a eu combien de votes, lui? Évidemment, on le dit un peu à la blague à cause de tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a signé un gros contrat pour amener les Cubs au prochain niveau. Ça n'a pas marché. Puis Murphy, c'était son bras droit pendant des années. Puis c'est pas toujours facile, Sébastien, dans le monde du hockey, du baseball, de n'importe quel sport que tu veux me nommer, de passer du bon cop au bad cop au sein de la même équipe. C'est pas toujours simple. Des fois, c'est plus simple d'arriver de l'extérieur, d'imposer ton leadership, d'amener ton leadership à cette équipe-là. Mais quand tu passes d'adjoint en chef, pas toujours évident. Puis lui, il l'a bien fait. Non, c'est un excellent point que tu amènes. Souvent, tu vas passer de confident des joueurs à là, tu es en chef. Si on parle du hockey, tu es le gérant au baseball, c'est toi qui prends les décisions. Puis tu vas prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Il y a certains joueurs qui ne seront pas contents, alors que tu étais dans un rôle beaucoup plus facile quand tu étais adjoint. Mais là, ça nous fait réfléchir. Est-ce que c'était Pat Murphy qui faisait en sorte que les Brewers étaient à ce niveau-là ou c'était vraiment Counsell? C'est sûr que Counsell avait un rôle à jouer dans les succès de l'équipe, mais il faut quand même donner beaucoup, beaucoup de crédit à Murphy. Puis là, on le voit, c'était lui qui avait les rênes de l'équipe puis qui les a amenés en séries éliminatoires avec un club qui, quand on regarde sur papier, n'avait pas nécessairement de formation pour se rendre en série. Absolument, absolument. Étienne, à ce niveau-là, qui nous dit aussi pas assez d'amour pour William Contreras et Jackson Chourio ici. Deux jeunes qui vont faire en sorte que si les Brewers ont du succès dans les prochaines années, définitivement au cœur de ce plan-là. Stephen Vogt, écoute, ça aurait pu être Inch, ça aurait pu être Quattraro à Kansas City. C'était un vote qui était, pour moi, c'était peut-être la décision, le vote le plus difficile à effectuer là, des 8 parce qu'il y a plusieurs gars qui le méritaient. Vogt, ultimement, qui a marqué l'histoire quand même, Sébastien, parce que ça fait juste 2 ans qu'il a pris sa retraite comme joueur. En 2022, là, ça fait 2 ans et quelques. L'équipe n'existe même plus à Oakland. Quand il jouait à Oakland, son dernier match, là, je ne sais pas si tu te souviens, ses enfants qui avaient annoncé là, qu'il arrivait au bâton. Là, au bâton maintenant, notre père, Stephen Vogt. Et là, 2 ans plus tard, non seulement il est déjà gérant, il est déjà gérant de l'année avec les Guardians. Derrière, quand même, Terry Francona, ce n'était pas des petits souliers à chausser. C'est quand même c'est quelque chose. Oui, ça rajoute
ça rajoute quelque chose de remplacer Terry Francona. C'est pas le dernier venu. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement une formation qu'on attendait cette année. On le sait qu'on a des bons joueurs, mais tu sais, peut-être qu'on se disait que les Twins allaient remporter la division, que les Royals allaient pousser un petit peu plus. On savait qu'on avait de bons jeunes, qu'on avait quelques vétérans qui allaient tenir le fort pour les Royals. Donc, ce que Vaught a fait, puis tu sais, c'était sans équivoque. Là. Les Guardians ont pris cette division-là du début de l'année, ils l'ont amené à la fin. Ils ont terminé au premier rang. Donc, c'était pleinement mérité. Comme tu l'as mentionné, les deux autres auraient pu le remporter aussi. Peut-être que dans le cas de Hinch, c'est seulement vers le mois d'août où est-ce que les Tigers se sont réveillés. Peut-être que ça l'a pesé dans la balance. Pour Quatraro avec les Royals, bien, on le sait que cette équipe-là est en progression. Peut-être qu'il va le remporter dans les prochaines années. Mais vraiment, c'était pleinement mérité pour Vaught. Je peux te faire un jeu de mots à la Scott Boras? Ah, vas-y, garde-toi. Il y a eu un beau vote de confiance. On va arrêter ça là. Ouais. Merci à tous ceux qui auront apprécié. Oui, Cy Young maintenant. Si tu me dis que tu es surpris de voir Tarik Skubal gagner, si tu me dis que tu es surpris de l'avoir vu gagner unanimement, écoute, même dans le cas de Chris Sale, les deux Cy Young, il n'y avait pas exactement de suspense dans cette course-là. Aucun suspense. Puis surtout dans le cas de Skubal, un lanceur qui remporte la triple couronne pour les lanceurs, comment tu veux donner le trophée à quelqu'un d'autre? Il domine dans toutes les statistiques importantes pour les lanceurs. Donc, c'est impossible que quelqu'un d'autre ait un vote pour le trophée Cy Young. C'est vraiment établi comme un des meilleurs lanceurs du baseball majeur cette année. C'est lui qui a amené les Tigers en séries éliminatoires. C'est lui qui les a portés durant ces séries éliminatoires-là. Chaque fois qu'il arrivait sur la butte, on le savait qu'on avait une chance de gagner. Ça change la donne quand tu as un lanceur qui, à tous les 5 départs, est là, puis que tu le sais que tu as beaucoup de chances de remporter ce match-là. Ça te met en confiance. Puis le reste, la rotation suit dans ce sens-là, même si on n'a pas une excellente rotation à Détroit, mais ça donne le ton, puis on suit notre as lanceur qui, à chaque départ, donne tout ce qu'il a, puis est complètement dominant. Puis souvent, bien, ça va sauver un petit peu l'enclos de relève également. Donc, ça a un effet d'entraînement dans une équipe. Chris Sale, il a été échangé contre qui déjà? Pas grand-chose. Non, hein? Vogt Grissom qui finalement est devenu, écoute, indispensable à Worcester. Là. Oui, c'est ça. À Worcester, ça n'a pas été exceptionnel là, dans son cas. Gros coup d'Alexandropoulos d'avoir été le chercher. Non seulement d'avoir été le chercher, de dire l'an prochain, en 2025, c'est une année pas de contrôle, voyons, une année d'option. Nous, on te la met garantie, puis l'année d'option, on la repousse à 2026. Donc, prolongation de contrat d'un an avant que ça commence. Et même Chris Sale, je ne sais pas si tu as vu dans les dernières heures, qui a dit que lui, avant la transaction, il pensait que 2024, ça allait être sa dernière année. Puis si cette transaction-là n'a pas lieu, ben peut-être que Chris Sale a annoncé sa retraite dans les dernières semaines. Certainement pas avec un Cy Young entre les mains, parce que je pense que le changement d'air lui a fait vraiment du bien. Puis ça va-tu les Red Sox avec leur dernière transaction? Il me semble, mais ils n'en gagnent pas une. Tu regardes tout ce qu'ils ont fait, même l'an dernier, quand ils ont décidé de se départir de la plupart de leurs vétérans, est-ce qu'ils ont gagné une transaction à ce moment-là? Pas vraiment. On s'est départi de gros noms, puis on n'a à peu près rien en retour. On ne parlera pas de la transaction Mookie Betts, là, on le sait, là. C'est une catastrophe. Donc, c'est pas évident de construire un club quand on se plante dans nos transactions. Mais bravo aux Braves qui sont allés chercher un bras de qualité dont on doutait, mais on n'a pas payé cher. On a pris ce risque-là, puis là, ça l'a payé cette année. Encore une fois, Alex Anthopoulos, qui était avec les Blue Jays, on va le rappeler, mais il fait des miracles avec les Braves. Il y a un paquet de blessés à Atlanta et pourtant, il trouve le moyen d'aller chercher les pièces dont il a besoin. Puis, tu sais, là-dessus, il a été proactif parce que si tu avais dit à Alex Anthopoulos, tu viens d'aller chercher ton Cy Young, il t'aurait pas cru. Parce que si tu lui avais dit, tu vas avoir un Cy Young entre les mains, il aurait dit, ah, ben Spencer Strider va avoir une belle saison. Non, il a lancé 2 matchs cette année, Spencer Strider. C'est à ce moment-là que Chris Sale, il a dit, OK, c'est à moi de me lever. Puis finalement, il l'a fait, puis il a gagné le Cy Young, puis il a amené le club en série. Puis finalement, bon, ça a mal fini pour lui parce qu'il s'est blessé, il n'a pas pu lancer dans les fameux matchs là, contre les Mets et tout. Donc, bon, ça a été difficile à ce niveau-là, mais jusqu'à là, pour un gars qui avait toujours été blessé, a réussi à rester en santé. Donc, non, chapeau aux Braves là, pour ce coup-là. Aaron Judge, Shohei Ohtani, dans les dernières minutes, on enregistre jeudi soir, ont été nommés MVP.
Je m'attendais à ce qu'Aaron Judge soit possiblement unanime. Je ne m'attendais pas à ce que Shohei Ohtani soit unanime. Pas parce qu'il ne le méritait pas, parce que le baseball est vieux jeu. Puis je me disais, Ouais. hey, il y a quelqu'un quelque part ou il y a 4-5 journalistes quelque part qui ne voudront pas voter pour un frappeur de choix parce qu'il ne joue pas défensivement. Puis finalement, non. 30 sur 30 pour Shohei Ouais. Ohtani. Troisième fois de sa carrière qui est MVP unanime. Il n'y a personne d'autre qui l'a été, ne serait-ce que 2 fois. Donc, c'est franchement impressionnant. Mais j'ai été étonné de voir que Shohei Ohtani a été unanime juste parce qu'il était frappeur de choix. Oui, c'est sûr que c'est surprenant à ce niveau-là, mais ça montre à quel point la saison de Shohei Ohtani était extraordinaire. Il fait juste frapper. Il fait juste se rendre au marbre 4 ou 5 fois par match. Le reste de la rencontre, il est assis dans l'abri, il regarde le match, là. Mais à chaque fois qu'il se présentait, tous les yeux étaient rivés sur lui. Les lanceurs avaient peur. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. S'il se rendait sur les sentiers, il allait voler un but. Dès qu'il arrivait au marbre, il pouvait faire un circuit. Donc, vraiment, là, c'était le meilleur frappeur du baseball majeur. C'est pour cette raison-là que ça a été de façon unanime, même si c'était un frappeur de choix. Puis ça va vous ouvrir la porte pour les prochains, si jamais on voit ce genre de performance-là dans le futur. Mais vraiment, là, c'était impressionnant à voir. Puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'an prochain, il va lancer. Absolument. Puis regarde, comme Patrick nous le mentionne, c'est dur de passer à côté d'un gars qui a fait un 50-50. William qui nous mentionne cette année, je ne suis pas surpris qu'il ait été MVP unanime. L'an dernier, Seager méritait d'avoir des votes, selon moi. C'est vrai que l'an passé, ça avait été une course différente. Shohei Ohtani qui était évidemment dans l'américaine. Tu regardes ça, 5 des 8 derniers MVP, donc de 2021 à 2024, c'est soit Judge, c'est soit Ohtani. Et les 3 autres, ben, les 2 ne pouvaient pas le gagner en même temps parce qu'ils étaient dans l'américaine. Fait que c'est quand même une. Tu sais, on est en train de vivre les années de gloire de ces 2 joueurs-là. Et c'est impressionnant à voir. Tu sais, Aaron Judge, on dirait qu'on en parle moins parce que ça passe derrière Ohtani qui va le gagner dans les 2 ligues, qui va le gagner avec une autre équipe et ci et ça. Aaron Judge allait gagner un MVP comme ça, unanime. C'est le septième joueur, excuse-moi, de la grande histoire des Yankees à gagner au moins 2 MVP avec les Yankees. Quand même pas rien, le septième. Tu sais, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant que ça. Non, exact. Puis si je ne me trompe pas, c'est le deuxième à le gagner de façon unanime après Mickey Mantle. Donc, tu sais, dans une riche histoire comme celle des Yankees, c'est vraiment pas rien ce qu'Aaron Judge fait. 58 longues balles cette année. Puis, il l'a fait de façon unanime avec son coéquipier qui était parmi les finalistes, Juan Soto, qui n'est Il n'a pas le pas divisé dernier les venu. votes. Exact, exactement, c'est ça. Puis, mais pourtant, malgré tout ça, c'est sûr que Juan Soto a aidé à ce que Aaron Judge ait cette saison-là, en étant devant lui dans l'alignement. Mais ça n'enlève absolument rien à ce qu'Aaron Judge a fait cette année. Il l'a fait par le passé sans Juan Soto. Donc, encore une fois, c'était pleinement mérité. Quand même, détail quand même important à mentionner, les votes pour le MVP se font entre la saison régulière et les séries. Ça compte pas les séries éliminatoires, donc on a beaucoup parlé en mal de Ohtani et Judge dans le dernier mois parce que c'était les séries et ils n'ont pas performé. Là, on parle vraiment des 162 matchs de saison régulière et à ce compte-là, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. On a amené leur équipe au premier rang de chaque de leur ligue respective. Donc, c'était quand même assez intéressant de les voir, même si, écoute, comme le mentionne Patrick, il y avait d'autres bons candidats. Là. Dans une autre belle année, là, dans un monde où Aaron Judge n'existe pas, Bobby Witt Jr. n'aurait pas été un MVP que tu dis, il l'a été par défaut. Non, non, il aurait été un très bon MVP. Non, puis il va en remporter un dans les prochaines années. Là, on n'a aucun doute là-dessus. Mais moi, je veux savoir, c'est qui a donné un vote de 3e place à Matt Chapman? Moi, j'ai vu ça passer, je comprends pas. Je comprends pas. Je vais te faire une prédiction. Un journaliste de San Francisco. J'ose espérer. Mais ouais, tu vois, ça ne m'avait pas marqué. 3e. Ben oui, toi, Matt Chapman. Oui, faut le faire, là. Oui, quand même. C'est assez quelque chose. Petit quiz, je ne sais pas si je te prends les culottes à terre. Sûrement. OK. Je vais passer à d'autres choses. Shohei Ohtani, 2e joueur de l'histoire seulement, a gagné le MVP dans les 2 ligues. Est-ce que tu sais qui est l'autre? Non, je ne sais pas qui est l'autre, mais je pense que de façon consécutive, 2 années consécutives, c'était pas Barry Bonds avec 2 équipes différentes?
Oui, ça, tu as raison, avec les OK. Pirates et Mais pour. les Giants. Mais 2 Ouais, ligues, puis c'est pas 2 années consécutives, mais dans 2 ouais. ligues, il y a juste une personne qui l'a fait. Alors, on a Étienne qui est fort, Frank Robinson, Oh! qu'on a un peu connu à Montréal. Oui, oui, Mais oui. ouais, non, c'est quand même le fun de voir ça. Puis tu sais, il y a juste, même dans la même ligue ou peu importe, il y a juste 6 joueurs qui ont gagné le MVP avec 2 équipes différentes. Il y en a plusieurs qu'on connaît. Il y a Jimmy Fox qu'on ne connaît pas nécessairement parce qu'il a joué dans les années 30, mais de ceux qu'on a vus plus récemment, Barry Bonds, tu l'as mentionné. Il y a William aussi qui nous en a parlé. Il y a Robinson, il y a Ohtani, évidemment. Alex Rodriguez qui en a gagné un au Texas, qui en a gagné 2 à New York en 2003, 2005 et 2007. Et Bryce Harper qui a gagné ces 2 dans la même division. Avec C'est donc les incroyable. Nationals et les Phillies. Ouais, c'est pas beaucoup Dans 6. toute l'histoire, là, toute l'histoire, là. C'est pas beaucoup Ouais. 6. Non, non. Puis bon, écoute, on pourrait continuer jusqu'à demain matin comme ça. Premier frappeur de choix pur à l'avoir gagné. Quelque chose que David Ortiz n'a jamais fait. Mais bon, écoute, ça a été très, très, très impressionnant là, de voir ce qui s'est passé avec Shohei Ohtani cette année, évidemment. Et comme tu l'as dit, l'an prochain, il va lancer. Oui. Sébastien, allons-y avec donc le bloc sur les Blue Jays de Toronto. Chez les Blue Jays de Toronto, on va le rentrer dans cette catégorie-là parce qu'il a porté les couleurs de cette formation-là. Russell Martin, qui évidemment a grandi dans le système de Baseball Québec, est officiellement éligible au Temple de la Renommée. Il se retrouve sur le bulletin de vote pour être intronisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 chances de rentrer à partir de maintenant. Pour rentrer, ça te prend au moins 75% des votes. Et pour rester sur le bulletin, ça te prend au moins 5% des votes. Donc, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il va avoir au moins 5% des votes pour rester sur le bulletin et être là l'an prochain? Parce que je ne peux pas te poser la question, est-ce que tu penses qu'il va rentrer cette année? La réponse est non. S'il finit par rentrer, moi j'ai des doutes, mais ce sera dans 7, 8, 9, 10 ans. Mais la question plus réaliste, c'est vraiment est-ce qu'il va avoir 5% des votes cette année? Moi, je pense que oui. Quand on regarde ces statistiques, qu'on les compare à les statistiques de Buster Posey, d'autres receveurs qui sont intronisés, je ne dis pas que c'est la même chose, mais à certains niveaux, on se rapproche. Donc, je pense qu'il mériterait d'avoir des votes dès cette année pour lui permettre de poursuivre ce processus-là. Par contre, comme tu l'as mentionné, si jamais il rentre, pour moi, ça va être à la toute dernière année. Mais encore là, j'ai de gros doutes. Puis surtout qu'on a d'autres noms qui s'en viennent dans les prochaines années qui risquent de prendre beaucoup de votes des électeurs du Temple de la Renommée. C'est peut-être pas le meilleur timing pour Russell Martin, mais même à ça, j'ai pas l'impression qu'il y a ce qu'il faut pour avoir une place au Temple de la Renommée. Moi non plus, j'ai l'impression. Malheureusement. Ouais, exact. Il a eu vraiment une belle carrière, puis il ne se retrouve Ouais. pas sur ce bulletin-là par hasard. Là. Je veux dire, ils ont rentré 14 nouveaux noms. Là. Ils n'en ont pas rentré 150 non plus. Là. Non. Il mérite d'être sur ce bulletin-là. Je pense que ce qui va peut-être jouer contre lui, c'est le fait qu'il ait joué avec autant d'équipes différentes. J'ai l'impression que tu prends un Yadier Molina, tu prends un Buster Posey, ils sont toujours restés avec la même équipe. Ils ont stabilisé comme cette équipe-là. Peut-être que ça va jouer un petit peu contre Russell. Tu ne sais même pas, je pense qu'il rentrerait avec la casquette des Dodgers, mais tu ne peux pas être certain non plus. Peut-être que c'est des aspects qui jouent contre lui. D'un autre côté, moi, il y a une stat qui m'impressionne vraiment avec Russell Martin. 14 saisons dans le baseball majeur, 10 fois en série. Ouais. Il a mis fin à 20 ans pas de série à Pittsburgh, il a mis fin à 20 ans pas de série avec Toronto. Il ne pouvait pas le faire à Los Angeles puis New York parce que c'est un club qui fait souvent les séries, mais il a amené ces équipes-là en séries éliminatoires aussi. Il a été franchement impressionnant durant sa carrière. Oui, puis ça montre deux choses. Ça montre que c'est un leader. Quand il arrive dans un vestiaire, c'est lui qui. On le sait, souvent, les receveurs vont avoir ce rôle-là, mais Russell Martin avait encore plus. Il y avait comme une certaine aura autour de lui quand il se présentait dans un nouveau vestiaire. Puis la deuxième chose, c'est qu'il performe quand c'est le temps. C'est pas un joueur qui va s'effacer quand la pression devient de plus en plus grande. C'était vraiment pas le cas, puis il l'a prouvé tout au long de sa carrière. C'est ce qui pourrait jouer en sa faveur quand va venir le temps de voter pour le Temple de la Renommée. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense que ça prend un petit peu plus que ça. On verra ce que ça va donner. Donc, dans les prochaines semaines, les votes vont commencer à sortir des journalistes qui voudront bien publier leur bulletin. Et puis, c'est au mois de janvier qu'on saura qui sera intronisé. Peut-être que Cécile Sabathia va l'être parmi les nouveaux. Il y a Bill Wagner qui va être là.
Ichiro. Ben, c'est ça ma question. Ichiro va l'être. Ma question, c'est est-ce qu'il va être unanime selon toi? Si Derek Jeter n'a pas été unanime, j'ai beaucoup de misère à voir Ichiro l'être, surtout parce que le début de sa carrière s'est passé au Japon. Mais par contre, tout ce qu'il a fait, s'il était arrivé en sol nord-américain au début de sa carrière de joueur de baseball professionnel, ça aurait été incroyable, les chiffres qu'il aurait mis au tableau. Il aurait pulvérisé certains records. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais ce qu'il a fait quand il était ici, ça mérite certainement une place au Temple de la Renommée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Absolument, absolument. Moi, je pense qu'il va l'être unanime. Ah oui, tu penses? Oui, je pense que oui. Ça va être le premier Japonais à rentrer. C'est lui qui a ouvert le chemin pour les. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose avec Ichiro qui va faire en sorte qu'il va l'être, mais en même temps, s'il y en a un qui décide qu'il n'est pas unanime, il suffit d'une personne, comme tu l'as dit avec Derek Jeter. Ça va être le même, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Un frustré, là. Oui, c'est ça. Ça doit être le gars qui remet tout le temps son bulletin avec aucun nom dessus, là. Oui, c'est ça, assurément. Mais je veux dire, si tu votes pas pour Jeter, tu votes pas pour grand monde, d'après moi. Non, c'est ça. Eh boy. Mais il a voté pour Mariano parce qu'il est rentré unanime. C'est la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a voté pour Mariano. Oui, il a dû accrocher son crayon. Probablement. En fait, son crayon, il n'y a plus de mine, puis il sait juste plus comment racheter dans son pouce-mine. C'est ça le problème. Des gros problèmes. Écoute, problème des riches. David qui nous mentionne, justement, on parlait de Russell Martin dans les dernières minutes. Qui a amené Russell Martin avec les Blue Jays? Alexandropoulos, qu'on parlait un petit peu plus tôt dans le podcast. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Patrick qui nous demande, je te soumets la question, Sébastien. Est-ce qu'on peut s'attendre à de gros mouvements durant la saison morte des Blue Jays ou ça sera comme l'année dernière, pas grand-chose? Je le sais plus. Je le sais plus avec les Blue Jays. L'année passée, je m'attendais. Une réponse, là. Il pose la question. Désolé, là, mais l'année passée, j'aurais dit oui, il va y avoir beaucoup de mouvements. On est en pleine progression, on est en train de construire un club gagnant. Ça a fait pouet, 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 il ne s'est rien passé. Là, cette année, on nous dit qu'on veut être des aspirants aux grands honneurs en 2025. On est en plein cœur du dossier Juan Soto. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on va l'avoir? Encore là, j'ai de gros doutes. Mais si tu ne vas pas chercher Juan Soto, ça va te prendre beaucoup de pièces pour amener ce club-là à un club aspirant. Puis là, j'ai des doutes qu'on va faire beaucoup de mouvements de personnel. Tu amènes un Juan Soto, ça change complètement la donne dans ton alignement de frappeurs, dans ton organisation au grand complet. Si tu ne l'as pas, bien là, ça va coûter cher dans le sens que ça va prendre plusieurs joueurs. Puis je ne pense pas que les Jays vont emprunter cette avenue-là. David qui nous mentionne que les deux clowns, parlant sûrement de Ross Atkins et Mark Shapiro, n'auront pas le choix de bouger parce qu'ils veulent gagner. Moi, j'ai l'impression, je vois un peu dans la même veine, ils sont motivés à aller chercher du monde. Je pense qu'ils sont sur le cas de tout le monde. Je pense vraiment qu'ils placent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Ceci étant dit, processus d'agent libre, il faut que l'équipe te veuille, mais il faut que le joueur veuille l'équipe aussi. Puis, passer proche dans ces dossiers-là, c'est juste bon à pétanque. Là. C'est pas bon dans comme le baseball. Là. Si tu finis deuxième sur tout le monde, tu as la même équipe que l'an passé. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être passer plus par des transactions. Parce que je ne suis pas sûr nécessairement qu'il y a beaucoup d'agents libres qui vont vouloir signer à Toronto. Un, parce que c'est au Canada. Deux, parce qu'ils ont connu une mauvaise saison l'an passé. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point les gars vont vouloir s'engager avec les Blue Jays. Je pense que ça va être difficile, mais par transaction, tu as quand même plus de latitude dans le sens où oui, le joueur peut avoir une clause de non-échange, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Puis surtout, tu as un surplus à l'avant-champ. Il faut que tu fasses quelque chose. Là. Il y en a beaucoup de jeunes qui ont une belle valeur. Là. Spencer Horwitz, on en parlait l'autre fois, là, aussi bon soit-il, là, un, il a peut-être plafonné, deux, il n'a pas de place au premier but. Mais va chercher un lanceur avec ça. Il y a façon de retravailler, de rééquilibrer les forces dans l'équipe. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Premièrement, les Jays doivent être bons à la pétanque parce que souvent, ils passent proches. Je ne suis pas sûr qu'ils sont bons à pétanque. Peut-être pas non plus, peut-être pas. Deuxièmement, oui, il va falloir que ça passe par des transactions, mais quelle est la valeur des joueurs qu'on a? On n'a pas un bon système de filiales présentement. Les joueurs, oui, on a un surplus à l'avant-champ, mais est-ce que ça va te permettre d'aller chercher des joueurs qui vont faire de ton organisation une équipe aspirante aux grands honneurs? J'ai des doutes. Puis là, quand vient le temps de parler du marché des joueurs autonomes, je suis sûr qu'ils sont de tous les dossiers.
Mais à partir du moment où Juan Soto va signer son contrat, on donne un exemple avec les Mets. Mais là, les Yankees, les Dodgers, les Red Sox vont se revirer de côté, puis ils vont aller chercher tout ce qui bouge. Puis je pense que ces formations-là vont être plus convaincantes que les Jays. Ça ne sera pas nécessairement toujours une question d'argent, même si pour les Yankees, les Dodgers, oui, nécessairement, ça va être une question d'argent. Mais on va avoir des arguments que les Jays ne pourront pas avoir. Fait que oui, des fois, on critique les Jays qui terminent deuxième dans plusieurs dossiers, mais est-ce que souvent, ils ont vraiment une réelle chance? Peut-être pas. C'est un bon point. C'est un bon point que tu amènes. Je veux mettre un commentaire ici d'Étienne qui nous mentionne Russell a plus de chances d'entrer au temple que les Blue Jays ont de chance de jouer en série en 2025. Elle est quand même bonne. Oui, donc les chances sont faibles. David qui nous mentionne que les Jays ont plus de chances avec William Adames et Ha-Seong Kim que Soto, selon lui. David qui nous mentionnait aussi que Soto est une machine offensive, mais il y a des carences énormes en défensive. Je pense que les Blue Jays s'en foutent de ça parce qu'ils ont Dalton Varsho chanson. Fait que, je pense qu'ils vont dire à Dalton Varsho, si Soto joue dans la gauche, triche un peu vers la gauche, puis si Soto joue dans la droite, triche un peu vers la droite, puis juste couvre plus de terrain, puis tu gagneras le gant platine au lieu de gagner le gant doré, puis essaye de rien laisser à Soto. Je pense pas qu'ils sont bien inquiets avec ça. Là. C'est un club qui a besoin d'offensive, mais c'est quand même un point qui est intéressant parce que ça doit faire partie des discussions à un certain point. Là, mais pour un club qui a gagné le gant doré d'équipe, ils peuvent se permettre d'avoir un gars qui n'est pas bon défensivement quand il est aussi bon que ça offensivement. Ouais, c'est ça. Toutes les équipes s'en foutent présentement, je pense, des carences défensives de Soto. Puis je comprends le point. Là. Ouais. J'ai suivi les Yankees toute l'année. C'était quand même une aventure au champ droit. Puis au Yankee Stadium, le champ droit est assez restreint. Puis tu as Aaron Judge au centre qui couvre beaucoup de terrain. Et malgré tout, c'était difficile. Donc, j'ose croire que dans un grand stade, un grand champ extérieur, ça va être encore plus difficile. Mais ce qui t'amène au bâton, ça a tellement de valeur que tu passes par-dessus. Puis tu trouves une façon de gagner des matchs malgré ces carences défensives. Je veux t'amener sur un point intéressant que Jeff Passan a mentionné dans les derniers jours. Il a été questionné à savoir comme pourquoi les Blue Jays n'arrivaient pas toujours à signer du monde. Lui, ce qu'il dit, c'est sur les gros dossiers sont là. Fait que prends le cas de Juan Soto, prends Corbin Burns, prends Blake Snell, toi, il est le gros lanceur. Prends le frappeur que tu préfères après Juan Soto parmi les agents libres. Les Blue Jays sont sûrement là. Si tu n'arrives pas à les signer, c'est une chose. Après ça, dans ce qu'on va appeler les frappeurs ou les joueurs de deuxième ordre, en tout respect pour les gars, évidemment, là, ils ont 1000 fois le talent que j'aurais jamais. Ces gars-là, le problème, c'est que les Blue Jays, ils ne sont pas hyper compétitifs dans cette catégorie d'agents libres-là. Fait que si, comme l'an passé, c'est un bon exemple, tu as été super compétitif pour Shohei Ohtani, tu as manqué ton coup, OK, mais tu ne te reprends pas avec d'autres gars après. Fait que tu finis par signer IKF puis Kevin Kiermaier. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui a coulé les Blue Jays, c'est que dans les gars qui sont au milieu de peloton, dans le processus d'agent libre, ils ne sont pas assez compétitifs à ce niveau-là. Fait que si tu ne vas pas chercher le gros poisson, t'es fait. Mais il faudrait trouver la raison pour laquelle on n'est pas compétitif. Parce que est-ce qu'on ne met pas assez d'énergie, on ne met pas assez nos billes sur ces joueurs de deuxième catégorie parce qu'on met tous nos œufs dans le même panier des gros joueurs, ce qui fait que les autres, ben, on ne leur a pas vraiment parlé, on n'était pas vraiment dans les discussions. Donc, quand les gros joueurs signent, les autres sont déjà rendus plus loin dans le processus avec d'autres équipes, ne veulent pas nécessairement avoir une autre formation dans les discussions. Je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, il va falloir changer notre façon de faire, puis il va falloir travailler d'une autre façon pour pouvoir attirer ces gars-là. Si on n'est pas compétitif pour une autre raison avec des joueurs de deuxième ordre, là, entre guillemets, là, qui ne sont pas vraiment des joueurs de deuxième ordre, mais pour d'autres raisons, peut-être qu'on n'a aucune chance aussi. Peut-être que c'est des raisons qui sont reliées à l'équipe au Canada ou à d'autres choses. Ça, c'est un autre dossier. Puis peut-être qu'on ne peut pas rien faire avec ça non plus. Là. Mais il faut cibler la raison pour laquelle on n'est pas capable d'aller les chercher parce que ça va être encore la même chose cette année. Là. Absolument, absolument. Écoute, on va voir ce que écoute, on va voir ce que les dirigeants vont faire. Petit point que je voulais te parler sur les Blue Jays. David Bell, qui a été gérant des Reds pendant 6 ans, s'amène au 2e étage à Toronto. Il avait été passé en entrevue quand les Blue Jays ont choisi Charlie Montoyo pour la saison 2019.
Lui, il Oups. était parti du côté de Cincinnati. Oups. Oups. Et puis, finalement, ça n'a pas fonctionné là-bas après 6 ans. On l'a remplacé par Tito Francona. Moi, la question que je me pose, c'est, là, il est dans le front office. Là. Il apprend les rouages de l'équipe. Il y a un gérant qui est controversé en bas, puis on ne pense pas nécessairement que Don Mattingly, c'est la solution au cas où. Penses-tu qu'on l'a amené pour mettre un peu de pression sur John Schneider? Parce que oui, en ce moment, il y a un poste, puis c'est le bras droit des Atkins, puis Shapiro, puis c'est bien beau, c'est correct, là. Mais ce gars-là, c'est un gérant. Là. Puis, tu sais, si à un moment donné, tu te dis, mon meilleur gérant dans l'organisation, il n'est pas dans la chaise du gérant, ça se peut que tu prennes une décision si ça ne va pas dans une saison où, on l'a dit, il va en avoir de la pression à Toronto en 2025. Là. Exactement. On disait un petit peu la même chose quand Mattingly s'est amené avec le club. On pensait que c'était vraiment le prochain à prendre le rôle quand Schneider se ferait tasser. C'est une autre possibilité. Là. Je ne pense pas que Mattingly soit dans les plans à long terme du club. Donc, Bell est le candidat idéal pour prendre ce poste-là. Tantôt, on parlait du fait que ce n'est pas nécessairement facile d'arriver d'un poste d'adjoint puis de prendre les rênes de l'équipe, de devenir gérant. Mais là, il passerait du 2e étage, arriverait comme gérant. Donc, ça serait peut-être une situation qui serait plus facile pour lui, puis pour les joueurs également. On amène un gérant d'expérience, puis un gérant qui, pour ma part, là, ne pourrait pas faire pire que Schneider. Il l'a prouvé par le passé avec des moins bonnes formations que Schneider a eues sous la main. Donc, peut-être qu'on est en train de placer nos pions. Autre possibilité, s'il fait du bon travail dans l'état-major, on le sait que Atkins et Shapiro ont de la pression également. Donc, est-ce que ça va être lui qui pourrait prendre ce rôle-là si ça ne va pas bien? Ça pourrait être une autre possibilité. Voici l'ironie dans tout ça. Je pense que si John Schneider, si on parle en termes de il va devenir gérant un jour, là, si John Schneider saute, je pense que le 2e étage saute aussi. Puis si tu amènes un nouveau DG, je ne sais pas ce que le nouveau DG pense de David Bell. Fait que ça se peut qu'il le tasse aussi. Fait que ça se peut que, ultimement, parce que j'ai de la misère à voir un monde où Schneider est le seul qui perd son emploi à un certain point. Je te dis pas peut-être pour finir la saison, là, s'il est congédié en milieu de saison, puis que finalement on décide d'attendre à la fin de l'année pour congédier le DG parce que c'est plus gros, correct. Là. Mais sinon, j'ai de la difficulté à croire que Ross Atkins va avoir la chance d'embaucher un autre gérant. Ouais, ce serait peut-être un peu pour sauver sa job. Tasserait Schneider, pourrait peut-être mettre Bell à cet endroit-là. Puis c'est dans cette possibilité-là que Bell pourrait rester là. Admettons, là, on est dans l'hypothétique, mais Atkins congédie Schneider, place Bell au poste de gérant. Finalement, au terme de la saison, Atkins perd son emploi. On amène un nouveau directeur général. Ben, peut-être qu'il va garder Bell dans ce poste-là. Donc, c'est peut-être la seule façon où Bell pourrait avoir le poste de Schneider et le conserver par la suite. Mais on a plusieurs possibilités, puis on n'a aucune idée de la direction de l'équipe en ce moment. Donc, c'est difficile de faire des pronostics pour le futur. David qui nous demande, il a fait quoi Schneider pour mériter autant de chance? Rien. Il a gagné dans le 2A en 2018 puis dans le A fort en 2017. On me dit que ça compte pas dans les majeurs, ça. Non! Non, c'est une rumeur, mais je ne suis pas sûr. Ben là, je vais prendre mon plan de match puis je vais le sacrer au vidange. Donc, c'est ça. On ne le sait pas, David, ce qu'il a fait pour ça mériter autant de chance. On ne veut peut-être pas le savoir, par contre. Fair. Si on parle de transactions, profitons-en pour échanger Bassett et s'essayer sur Snell comme UFA. Snell, c'est un nom qui revient quand même à Toronto, mais la question, c'est vas-tu préférer signer à Boston, à Los Angeles, à San Francisco, dans un marché comme ça? Ça se peut que la réponse soit oui. Là. Il y a quand même de fortes chances qu'il signe ailleurs qu'à Toronto. On a d'autres gros marchés qui sont sur ses rangs. Puis pour ce qui est de Bassett, quelle est la valeur de Chris Bassett? Je ne le sais pas. L'échanger présentement, je ne pense pas que ce serait le meilleur moment pour le faire. S'il connaît un bon début de saison et que ça ne va pas très bien à Toronto, mais là, peut-être qu'on pourrait s'en départir pour aller chercher quelqu'un qui pourrait combler un besoin. Mais je ne pense pas qu'en échangeant Bassett, on réussisse, encore une fois, comme on le mentionnait tantôt, à aller chercher quelque chose qui va nous permettre d'avoir un excellent club l'année prochaine. Patrick qui nous mentionne ici, si les Jays n'ont pas la saison espérée, le coupable doit être Atkins. Oui, je suis 100% d'accord. Avez-vous un prospect en vue pour remplacer Schneider?
j'ai envie de te dire David Ross. Je ne sais pas si le poste à Toronto l'intéresse avec la direction où le club s'en va, mais en même temps, bon, tu me diras qu'il a été congédié quand même très tard, mais il ne s'est pas trouvé de job l'hiver passé. Il ne s'est pas trouvé de job en cours de saison. Il ne s'est pas trouvé de job cet hiver. Tu me diras qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements de gérant depuis ce temps-là, vrai, mais peut-être qu'il est moins en demande qu'on pense, puis qu'il y a peut-être moins de choix qu'on pense aussi. Moi, je m'essayerais avec David Ross. Il a fait la belle job à Chicago. Puis, tu sais, il n'a pas été congédié parce qu'il était pourri. Il a été Non. congédié parce qu'il y avait un gros nom disponible, puis ils ont pris une décision. Bon, après un an, ça se revient contre eux pour le moment. On verra si ça va fonctionner, mais il n'a pas été congédié parce qu'il était complètement pourri. Là. Non, du tout, du tout. Moi, le seul bémol que je peux amener, c'est est-ce qu'on amène un petit peu le même genre de gérant que John Schneider, qui est proche de ses joueurs, qui est un player's coach? Est-ce que c'est ce qu'on a besoin à Toronto? Je ne le sais pas. Puis on ne sait pas tout ce qui se passe derrière les portes closes. Je suis convaincu que David Ross fait du bon travail. Je ne sais juste pas si c'est le bon fit pour lui et pour l'organisation des Jays non plus. Exact, absolument. On a Étienne ici qui nous dit le plus gros problème des Blue Jays, c'est qu'après 9 ans, Atkins n'a pas réussi à repêcher et développer un seul joueur d'impact dans les majeurs, surtout au niveau des lanceurs. Le seul, c'était Manoah. C'est le même problème de fond que les Angels ont depuis 2012 avec Trout, qui est le seul que les Angels ont développé. Je ne pense pas me tromper en disant que Beau Bichette a été repêché en 2016. Donc, je pense que lui, il rentrerait dans cette catégorie-là. Mais même si on le rentre ou pas, un gars sur 9 ans, c'est quand même pas beaucoup. Là. Fait que le point à Étienne est valide. Là. Oui, il est valide. Puis on a eu des saisons où justement, c'est un petit peu ça l'objectif, de développer nos gars, puis d'en repêcher, puis de les développer, puis de les amener pour construire cette équipe-là. Puis on ne l'a pas fait. On a eu des saisons difficiles après s'être rendu loin en séries éliminatoires. Donc, c'était le moment de le faire, puis on n'a pas été en mesure de réaliser cette chose-là. Donc, oui, tu sais, on le sait, là, le bilan de Ross Atkins et Shapiro, il est très, très, très faible. Là. Donc, si cette année, il ne se passe rien, je ne vois pas comment ces deux-là peuvent garder leur emploi avec le bilan qu'ils vont présenter aux dirigeants des Jays. Absolument. Jean-Michel ici qui dit, il revient sur le commentaire là, de Juan Soto qu'on avait tantôt. Est-ce qu'il réglerait la majorité des problèmes des Jays ou est incapable de prendre des releveurs moyens et de les rendre excellents, ce que les Yankees et les Dodgers ont fait? Il nous énumère une partie là, des problèmes là, des Blue Jays de Toronto. Qu'est-ce que tu penses de sa question? Est-ce que pour toi, Soto, justement, ça rend tout le monde meilleur ou tu es d'accord avec le point de Jean-Michel? Bien, il rend tout le monde meilleur, ça, il n'y a aucun doute. Ce que ça change aussi d'amener Juan Soto, c'est que tu as moins besoin de te concentrer sur ton alignement de frappeurs. Si tu regardes l'alignement des Jays présentement, on a plusieurs trous qu'on doit combler. Si tu amènes un Juan Soto, tout d'un coup, on dirait que tu as beaucoup moins de trous à combler, puis que les joueurs qui sont peut-être un petit peu moins dominants, bien, ils paraissent mieux dans cet alignement-là. Donc là, tu peux te concentrer justement sur amener des releveurs et travailler avec eux, mais surtout aller les chercher, puis moins te concentrer sur aller chercher d'autres joueurs dans ton rôle offensif. Donc, c'est dans cette optique-là que Juan Soto change la dynamique d'un club, autant dans le rôle offensif que au monticule, parce que tu peux te concentrer directement sur cette facette du jeu-là. David qui nous demande ici si Ross Atkins n'est pas un ancien receveur en plus, il serait peut-être capable d'attirer un vrai receveur à Toronto. On a manqué notre coup avec Travis d'Arnaud, nous dit David, comme deuxième la saison prochaine. Un gars qui était dans l'organisation il y a une dizaine d'années en plus, là, mais c'est un autre détail. Je me demande ce qui va se passer derrière le marbre parce que j'ai pas l'impression que c'est la priorité, moi. Moi, je pense qu'on est confortable avec Kirk qui va jouer 100, 110, 115, pas 120, mais en tout cas, au moins une centaine de matchs. Puis écoute, si Danny Jensen est victime du marché et qu'il veut revenir un an à rabais, on va le prendre. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'est la priorité des Blue Jays de trouver un numéro 2. Travis d'Arnaud aurait été une belle solution, par exemple. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est sûr. Mais justement, il n'y en a pas de solution sur le marché. Il n'y en a pas de solution par voie de transaction non plus. Il n'y en aura pas d'autres formations qui vont échanger un Gabriel Moreno. Donc, tu dois vivre avec ce que tu as fait par le passé. Tu dois vivre avec ce que tu as sous la main en ce moment. Puis présentement, tu n'as rien d'autre que Kirk. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils vont aller. J'ai presque pas de doute là-dessus.
Benoît qui nous mentionne sont à veille de ramener Russell. Ah, excuse-moi, il parlait de David Ross, pas de Ross Atkins. Oui, c'est un ancien receveur. Il a gagné la Série mondiale à Chicago. Ross Atkins, c'est sûr que c'est pas un ancien receveur. C'est sûr. J'ai pas vérifié, là, mais... La seule chose qu'il reçoit, c'est des plaintes. Fais ta job. Lui, il n'est pas capable de diriger personne. Il y a Patrick qui nous mentionne que Juan Soto, ce serait incroyable, mais il n'y croit pas. Allons-y justement avec le segment sur ailleurs dans la MLB parce qu'on va parler de Juan Soto, mais pas nécessairement du point de vue de Toronto. Ailleurs, dans la MLB, évidemment, on surveille Juan Soto. Écoute, je vais te poser la même question qu'on se pose depuis 6, 7, 8 mois, puis tu vas me répondre oui. Oui. Juan Soto, OK, bon, pas besoin de la poser. Juan Soto, là, ça se joue entre les deux New York, là, je regrette, le mec. Ben, il s'est passé une semaine depuis notre dernier épisode, puis j'ai pas le choix d'aller dans ce sens-là encore. Il n'y a rien qui s'est passé qui me fait déroger de ce plan-là. Oui, les Dodgers sont arrivés, mais oui, les Red Sox l'ont rencontré, les Jays. Mais au final, tu as les Mets qui, de ce qu'on entend, Steve Cohen veut dépasser de 50 millions l'offre la plus élevée. Puis tu as Steinbrenner qui dit qu'il va accoter l'offre de Steve Cohen. Donc, tu sais, à un moment donné, les autres formations ne seront plus dans le dossier. Là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a 6 équipes qui sont là. Ça risque de se terminer à 2. Je ne sais pas où les enchères vont se terminer, mais je ne vois pas vraiment d'autres équipes. Les Dodgers pourraient être dans ce dossier-là, mais ça ne sera pas nécessairement leur priorité. Donc, à un certain moment, ils vont se retirer, vont laisser la place aux 2 équipes de New York. Ça va se terminer de cette façon-là. J'ai souvent mentionné que je voyais les Yankees comme favoris dans ce dossier-là. En ce moment, j'ai le feeling que c'est peut-être les Mets qui sont dans la chaise du conducteur. Puis, écoute, je ne suis pas en train de te dire c'est sûr qu'il ne revient pas dans le Bronx ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, c'est mon sentiment que les Mets sont peut-être un petit pas d'avance. Ça peut changer parce que le Pourquoi dossier. ça a changé? Je suis curieux. Ça parle beaucoup des Mets. Moi, le commentaire de 50 millions au-dessus, j'ai l'impression que j'y crois plus que Steinbrenner qui dit nous, on ne se fera pas outbider. Là. Non, c'est sûr qu'on va être là. On dirait que j'ai plus tendance à croire Cohen que Steinbrenner dans ce dossier-là. Il y en a beaucoup qui placent les Mets comme favoris pour le moment. Mais c'est beaucoup une question de feeling. C'est pour ça que je te dis, je ne suis pas prêt à dire il ne revient pas dans le Bronx ou quoi que ce soit. Toi, ta lecture des choses, si tu avais à mettre un vieux 2 là, en ce moment là, sur la situation, là, ce qui serait vraiment pas beaucoup comparé aux 600 quelques millions qui attendent Juan Soto, mais écoute quand même, un vieux 2 là, qui va faire en 3 secondes d'écart. Est-ce que... Il est déjà fait. Est-ce que tu parlerais des Mets ou des Yankees présentement pour Juan Soto? Ben, tu vois, avant que le marché s'ouvre, moi, j'étais sûr et certain que les Mets allaient mettre la main sur Juan Soto. Je suis encore quand même convaincu que c'est de cette façon-là que ça va se terminer, mais j'accorde pas beaucoup d'importance à ce que Steve Cohen va dire puis à ce que Al Steinbrenner va dire parce que c'est 2 personnages complètement différents. Tu as Cohen qui est partout dans les médias, qui aucun problème à dire ce qu'il pense puis à aller au-devant des questions puis à dire qu'il va miser 50 millions de plus que la plus grosse offre. Puis tu as Steinbrenner de l'autre côté, on le sait, l'organisation des Yankees, c'est assez conservateur, c'est assez discret. Va dire ce qu'il a à dire sans jamais beaucoup plus. Donc, tu sais, l'importance des déclarations dans les médias, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut en tenir compte. Puis les rencontres de cette semaine, il n'y a pas eu d'offres monétaires qui ont été faites. Qu'est-ce que les Yankees sont allés présenter à Juan Soto? Que Juan Soto ne connaissait pas déjà. Ouais, ça me ferait. Oui, c'est ça. Je pense que ça va vraiment jouer quand on va négocier, quand on va parler de chiffres, c'est là que les choses vont changer. Je sais que Juan Soto s'informe du complexe d'entraînement de chacune des équipes, est-ce que les états-majors sont vraiment commis à gagner. Dans le cas des Mets et des Yankees, il n'y a aucun doute pour ces 2 points-là. Donc, encore là, ça va jouer quand on va parler de chiffres. Je pense que oui.
Il y a Yannick ici qui nous mentionne surtout chez les Mets, il s'attend à le voir rejoindre son ami Lindor. De l'autre côté, Benoît Briand qui nous dit j'ai un feeling que ça va être les Yankees. Il a plus de chances de gagner là qu'avec les Mets. Ça, je suis d'accord avec la deuxième partie. Il a plus de chances de gagner avec les Yankees. Les Mets qui ont une rotation à reconstruire complètement. Mais en même temps, je pense que ça va se faire aussi. Moi, Sébastien, je vais t'avouer, je serais très, très, très étonné que soit Corbin Burns, soit Max Fried ou soit Blake Snell, qu'aucun des trois ne signe avec les Mets, je serais étonné. Moi, je pense qu'ils vont aller en chercher un des trois. Ouais, que Juan Soto signe là ou non, là, ils vont aller Exact, ça chercher un des trois. Puis si Soto il va pas, ça va peut-être être 2 des 3. Ouais, Parce que là, vraiment, on va mettre l'accent sur la rotation. On l'a dit tantôt, si tu amènes un Juan Soto, du côté des Mets, tu n'as pas vraiment besoin de toucher à ton alignement de frappeur parce que tu t'es rendu en série de championnat. Non, je comprends ton point, mais amène un Juan Soto dans cette équipe-là qui s'est rendu en série de championnat. Je pense que ta priorité doit maintenant être la rotation et l'enclos de relève. Ça, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord à dire qu'il ne faut pas rien toucher. Ben, tu y toucheras après. Faut Oui. que tu aies des lanceurs parce que tu as bien beau je suis avoir d'accord. cet alignement-là. Présentement, les Mets, la rotation partante est très faible. Là. On a perdu des bras qu'on avait l'an dernier que là, en ce moment, on n'a pas. Donc, si jamais tu mets sous contrat Juan Soto, tu dois te concentrer sur la rotation et tu ajouteras quelques pièces dans ton rôle offensif par la suite, selon moi. Il y a Benoît ici qui nous dit Mets sans Alonso, qui frappera après Juan Soto? Je suis d'accord là-dessus. Puis écoute, je suis en train de le rechercher. Voilà, j'ai trouvé le texte que j'avais fait. Il y avait un alignement projeté de si on signait juste Juan Soto chez les Mets. Évidemment, il y a un gars comme Alonso qui est parti. Dans ce scénario-là, tu as Francisco Lindor qui frappe 1, ça va. Tu as Juan Soto qui frappe 2, ça va. Tu as Mark Vientos qui frapperait 3, ça va aussi. Tu as Brandon Nimmo qui frapperait 4. Après, tu tombes à du Starling Marte puis du Tyrone Taylor 6. Tu tombes à du Brad Beatty, à du Francisco Alvarez, à du Luis Angel Acuna. Après 4, c'est mince. C'est très mince. Fait que, t'as quasiment pas le choix de ramener Alonso. Oui, mais là, si tu ramènes Alonso puis que tu as besoin d'aller chercher 2 partants dans ta rotation, je comprends que Cohen a les poches profondes, qu'il n'y a aucun problème avec ça, qu'il a fait sa fortune ailleurs. Mais de réussir à mettre la main sur tous ces gars-là, ça ne sera pas une mince affaire. Hey, David Stern, il doit avoir du fun? À Milwaukee, il fallait qu'il gratte les fonds de tiroir. Hey, là, c'est un monde de possibilités qui s'ouvre, tu penses? C'est pas tout à fait le même dossier maintenant. Non, exact. Jean-Michel qui nous dit, mais à chaque fois que les Mets ont mis la grosse équipe, ça n'a jamais marché. Leur seule série mondiale vient d'une équipe de rejetés, de troublemakers et des vétérans comme Carter qui venaient d'équipe de la deuxième partie de la Ligue. Fair. Par exemple, moi, j'ai l'impression que Cohen est en train d'apprendre de ses erreurs. Tu sais, il y a une couple d'années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pitché de l'argent à des gars de 40 ans, à Verlander, puis à Scherzer. Là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut pitcher de l'argent à des gars de 26 ans. Ouais, fait que, je pense que la stratégie est différente, mais c'est les Mets. Là. Tout peut t'arriver chez les Mets. C'est folklorique là, par la force des choses, les Mets de New York. Là. C'est ridicule, puis on aime ça. Ben, qu'est-ce que ça serait une saison sans un petit peu de drama chez les Mets? Cette saison, ça a été relativement tranquille. Là, je m'ennuie de Yonis Cespedes qui met le pied dans je sais plus quoi, puis qui se tord une cheville sur un range quelque part en Amérique du Sud. C'était quoi déjà cette histoire-là? Tu t'en souviens-tu? Je me rappelle pas exactement, mais il y a tout le temps quelque chose comme ça. Il se passe tout le temps, puis souvent, c'est pas sur le terrain. Ces choses-là se passent à l'extérieur du terrain. Puis tu es dans un marché où il n'y a pas un journaliste qui va manquer quelque chose qui se passe à l'extérieur du terrain à New York. Ça, c'est pas vrai. Donc, tu es dans le trouble. Fait que nécessairement, tu dois te tenir assez droit. Ce que souvent les Yankees vont faire, mais à l'autre côté de l'île, bien, ça se passe un petit peu différemment. Absolument. Absolument. Écoute, on parlait des Brewers un peu, il ne doit pas s'ennuyer des Brewers. Je veux t'amener sur une déclaration qui a eu lieu cette semaine. Pat Murphy, qui parlait le lendemain d'avoir gagné gérant de l'année, s'est questionné sur Willy Adames, son joueur d'arrêt-court, qui devrait gagner à peu près 150 millions sur le marché de l'autonomie. Il dit à quel point tu aimerais ça revoir Willy Adames. Puis, on sait qu'il ne reviendra pas à Milwaukee. Et Pat Murphy, qui a été très, très clair, il dit écoute, si Willy Adames revient à Milwaukee, c'est qu'il n'y a pas eu l'offre qu'il voulait. C'est quand même gros de dire ça. Là, même si tout le monde le sait, il n'y a personne qui a fait « Ah, ouais, il ne reviendra pas à Milwaukee. » Non, on s'en doute. Là.
mais c'est quand même gros comme déclaration que le gérant dise ça. Là. C'est pas un fou à temps plein, hein? Non. Non, c'est ça. Tu l'as mentionné, tout le monde le sait, on l'a vu par le passé. Dès qu'un joueur va gagner un peu plus que la moyenne, ben, on s'en débarrasse. Donc, il n'est aucunement question d'aller chercher un joueur, de peut-être le surpayer. Dans le cas d'Adamès, c'est un excellent joueur, mais ça tombe bien. Il a connu une excellente saison, donc il risque d'avoir peut-être un petit peu plus que sa réelle valeur. Donc, il n'y a aucune chance que les Brewers soient dans les discussions pour ramener Willy Adames. Il va y avoir des gros marchés qui vont être là, puis c'est probablement là que ça va jouer. Chez les Cubs de Chicago, on chercherait à échanger Cody Bellinger. Ils vont chercher longtemps, je pense. J'allais finir ma question, mais vas-y, fais du Non, mais tu sais, qui va vouloir de ce contrat-là? Puis d'un autre côté, je pense que Bellinger a plus de valeur chez les Cubs qu'il y en aurait peut-être ailleurs. Les Cubs en ont besoin, malgré que ça a été difficile, mais ils ont besoin. Tu sais, si tu échanges Cody Bellinger, tu vas avoir moins que ce qu'il vaut selon son réel potentiel. Puis tu vas perdre ses services. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne avenue à emprunter à Chicago. Surtout que ça ne se battra pas aux portes pour aller chercher Bellinger avec ce contrat-là. Peut-être qu'il faudrait manger de l'argent, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? On est en train de construire tranquillement une équipe qu'on veut devenir aspirante dans les prochaines années. Donc, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. En même temps, moi, ce que je me dis, c'est que tout le monde se dit hey, les Cubs, quel grand coup d'avoir réussi à signer ce petit contrat-là avec Bellinger, petit dans le sens où on s'attendait à 2-3 fois plus d'argent garanti. Le downside de tout ça, c'est que c'est un contrat que tu es destiné à pas nécessairement pouvoir l'échanger parce qu'à moins qu'il soit bon puis que toi, tu ne le sois pas. Parce que si ça va bien pour le joueur, il va utiliser son option de sortie puis il va s'en aller. Puis si ça ne va pas bien, il n'utilisera pas son option de sortie puis personne ne va le vouloir parce qu'il n'utilisera pas son option de sortie. Si c'était la dernière année, c'est une chose, mais il reste une autre année. Fait que si Bellinger a une mauvaise année en 2025 puis qu'il n'utilise pas son option de sortie puis qu'il prend l'argent garanti en 2026, mais là, tu l'acquiers pour qu'il y ait 2 mauvaises saisons à gros prix pour toi. Laisse faire, je vais le laisser aux Cubs de Chicago. Fait que c'est un contrat qui est dur à échanger à ce niveau-là. Il n'y a comme aucune façon que Bellinger quitte les Cubs. Ça ne fonctionne pas. S'ils performent, j'ose espérer que les Cubs vont performer aussi. Puis ils ne s'en départiront pas nécessairement en cours de saison. S'ils ne performent pas, il n'y a personne qui en veut. Puis ça va se terminer avec Bellinger à Chicago. Ah oui, exactement. Exact. Sébastien, c'est l'heure de la période de questions. On parlait des Brewers et Jean-Michel a fait du chemin là-dessus, donc je voulais y répondre. Il nous dit les Brewers ont un système et ça marche. Pourquoi changer? Je pense que tu as raison, mais je pense qu'il y a une partie où je me dis ils n'ont pas eu de succès dans les séries éliminatoires non plus. Tu sais, je te dis pas que tu es obligé de gagner une série mondiale pour que ça fonctionne quand tu es un petit marché, mais regarde les Rays. Les Rays se sont rendus loin en série une couple de fois. Les Brewers se font toujours sortir dès leur premier adversaire ou à peu près. Fait que, est-ce que ça fonctionne tant que ça? Je ne sais pas. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas à quel point c'est vraiment une question de séries éliminatoires, dans le sens que souvent, on va arriver dans une série 2-3, puis une série 2-3 au baseball. Je pense que n'importe qui peut gagner ça. C'est une série que tu peux avoir en plein milieu du mois de juillet. C'est une série de 3 matchs, tu dois en gagner 2. Donc, ça peut dépendre du premier match avec les lanceurs que tu as sur la butte. Je pense qu'il y a une portion de malchance dans tout ça. Peut-être qu'on devrait faire les choses différemment pour amener peut-être un petit peu plus de gars de série. Mais si on prend l'exemple de cette année, tu ajoutes un Christian Yelich dans l'équation. Puis j'ai l'impression que les Brewers gagnent leur première série. Fait que, ça tient à pas grand-chose, selon moi. Là. Mais pour la saison régulière, c'est sûr et certain que ce plan-là fonctionne. C'est sûr qu'il faut le transposer en séries éliminatoires, mais avec notre formation complète, je pense qu'on est capable de faire un petit bout de chemin. Pas fou, pas fou. Je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Bonne question, donc, Jean-Michel, à ce niveau-là. Ouais. Benoît qui nous mentionne Roki Sasaki va être la deuxième priorité des Yankees derrière Soto, évidemment. Et Patrick qui nous dit le dossier Sasaki sera très intéressant à suivre. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est excellent.
Donc, je te lance la question, Sébastien. Explique-nous à quel point il est excellent. Parce que, tu as raison, il est excellent. Il est excellent. Il est excellent, puis il est encore très jeune. On n'a pas atteint le plein potentiel de Roki Sasaki. On ne sait pas jusqu'où il va aller. On ne sait pas son plafond, il est situé où. Puis tu amènes un joueur que au départ, tu n'auras pas besoin de payer. Tu sais, ça ne te coûtera pas cher d'acquérir les services de Roki Sasaki au départ, là, comparativement à un joueur qui arrive du Japon beaucoup plus tard dans sa carrière, que tu dois payer le gros prix, un peu comme Yoshinobu Yamamoto. C'est vraiment pas le cas avec Sasaki. Donc, tu vas l'avoir pour plusieurs saisons à faible coût. Puis ça change complètement ta rotation partante. Oui, tu amènes un jeune dans cette rotation-là, mais les statistiques qu'il a présentées au Japon, qui sont comparables à Shohei Ohtani, qui sont comparables à Yamamoto, il va les transposer en sol nord-américain, il n'y a aucun doute là-dessus. Absolument. Il va être bon longtemps, puis il risque d'être bon avec les Dodgers. Fait que... oui, il risque pas, oui. Mais bon. Sauf si c'est Jim Bowden qui, lui, l'envoie à Boston parce qu'il y a il n'y a pas d'opportunité de marketing à Los Angeles. Mais j'ai hâte de voir parce que s'il ne signe pas à Los Angeles, c'est peut-être un des aspects. S'il signe à Los Angeles, tu te dis, hey, ce gars-là veut gagner parce que c'est vrai qu'il va être dans l'ombre des deux autres Japonais s'il signe là-bas. Fait que s'il signe à Los Angeles, c'est parce qu'il veut gagner. Ben, on en a parlé, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, il y a des Japonais qui veulent avoir leur propre marché. Puis avoir le marché de Boston, c'est pas rien, là. C'est vrai. Ce serait le Japonais du marché de Boston qui. Puis pour les Red Sox aussi, ce serait très payant parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui se tourneraient vers les Red Sox. Alors, on le sait, là, les Dodgers ont peut-être le 3/4 du Japon présentement en termes de marché, mais je suis sûr et certain qu'il y en aurait une portion qui se dirigerait vers Boston. Donc, c'est payant pour l'équipe, puis ça pourrait être payant pour le joueur aussi. C'est vrai, c'est vrai. Il ne signera pas avant le 15 janvier parce qu'officiellement, il est un joueur autonome international. Donc, il va enlever la job de plein de joueurs dominicains et de tous les joueurs des pays d'Amérique latine là, qui signent avec des gros bonnies. Il y a certains plans qui vont tomber à l'eau, malheureusement. Mais au moins, il va se passer quelque chose au mois de janvier. Au moins, il va se passer quelque chose au mois de janvier, c'est vrai. Jean-Michel, une question qui vient de se rajouter. Une de mes questions que je me pose est pourquoi, depuis le début de la saison, des joueurs autonomes, on n'entend pas du tout parler des Rockies, même si leur propriétaire veut trop s'impliquer, mais que cette équipe ne va nulle part depuis 10 ans parce qu'ils ne sont pas en position de dépenser en ce moment. Puis les gars ne veulent pas aller au Colorado non plus. Il y a trop d'options intéressantes. Ils ont essayé de signer Chris Bryant, puis là, ils sont prêts avec son contrat pour une équipe qui va nulle part. Ils ne signeront pas un autre contrat à la Chris Bryant. Fait ils vont faire des ajouts mineurs, genre Jacob Stallings qui a signé dans les derniers jours, qui est revenu là. Ça va être ça, les Rockies. Là. Il n'y aura pas de coup d'éclat du côté du Colorado. Là. Ben, en partant, il n'y a aucun lanceur qui va aller là, surtout pas les gros lanceurs qui sont autonomes, qui peuvent signer un gros contrat. Ils ne vont pas aller, je vais dire entre guillemets, scraper leur carrière au Coors Field, dans le sens que tous les lanceurs qui passent par le Colorado se font pelleter. Là. Donc, en partant du côté du monticule, il n'y a presque aucun joueur autonome qui va signer là. On se dirige du côté des frappeurs. Ben, premièrement, les Rockies ne payeront pas. Comme tu l'as mentionné, on l'a déjà fait, ça n'a pas payé, on ne le refera pas. Donc, on va se retrouver avec des joueurs de deuxième ordre, puis ça, il faut attendre. Il faut attendre que les gros noms signent, puis là, on tombe dans la deuxième catégorie. Puis là, peut-être qu'on va ajouter une ou deux pièces, mais sans plus. Question qui vient tout juste d'entrer ici, de Benoît. Nolan Arenado, il va se retrouver où? Moi, je ne pense pas qu'il va être échangé nécessairement. Peut-être qu'il va l'être l'été prochain, l'hiver prochain. Je ne sais pas s'il va l'être dès maintenant. Peut-être qu'il y a certaines équipes qui vont vouloir le voir se relancer un petit peu en 2025 après 2 saisons un petit peu plus off. C'était pas catastrophique comme saison, mais ce n'était pas à la hauteur de ce qui nous a habitués dans les premières années de sa carrière. J'ai l'impression que lui, probablement qu'il voudrait les Dodgers parce que c'est ce qu'il voulait en partant du Colorado. Le Colorado ne voulait pas l'envoyer dans la division. C'est un gars qui vient de Los Angeles. Là, je ne le vois pas au Colorado. Tu as Max Muncy qui est là. Tu ne peux pas le tasser au premier avec Freeman, qui ne peut pas tasser comme DH parce qu'Ohtani est là. Défensivement, je ne vois pas le fit, puis je ne vois pas le besoin d'ajouter ce contrat-là pour les Dodgers nécessairement. Benoît qui dit il en parle beaucoup à Boston. Est-ce qu'on est prêt à tasser Rafael Devers dès maintenant? Je ne suis pas certain non plus. Écoute, peut-être Philadelphie si on tasse Alec Bohm. Peut-être Kansas les deux City. New York. Comment? Kansas City. Ils ont-tu l'argent pour ça? Ben, je ne sais pas, mais... Tu veux aller à Kansas City aussi?
Parce qu'il y a une Ouais, clause de non-échange. ça, c'est un autre dossier. C'est pas très loin de Saint-Louis non plus. Là, Mais je pense qu'il est-tu attaché à Saint-Louis? peut-être pas non plus, exactement. Mais peut-être dans l'optique que tu mentionnais que ça ne se ferait pas présentement, qu'on laisserait le début de saison aller. On le sait du côté de Casey qu'on a besoin au troisième but. S'il performe, que du côté de Casey, on continue à avoir ce besoin-là, mais que l'équipe va bien, qu'on sait que d'amener un Arenado, ça changerait la donne de cet alignement offensif-là. Peut-être que ça se ferait. Mais comme tu le dis, il y a une clause de non-échange. C'est lui qui va décider où il va aller. Boston, j'y crois pas vraiment parce que on ne peut pas déplacer Devers au premier coussin parce que là, ça voudrait dire que Tristan Cassis s'en irait comme frappeur de choix ou on enverrait Devers directement comme frappeur de choix. Je ne pense pas encore qu'on est rendu là dans le processus. Là. Non, c'est ça. Puis de toute façon, ils ont déjà un frappeur de choix du côté de Boston pour le meilleur et pour le pire. Non, j'ai vraiment l'impression que s'il est échangé bientôt, le club de New York qui n'aura pas Soto pour être motivé. Oui, c'est pas fou. Dans le cas des Mets, on enverrait Vientos au premier but. Ouais. Ça serait dans l'optique qu'on perd les services de Pete Alonso. C'est pas fou. Du côté des Yankees, on enverrait Chisholm au deuxième but. Ça fait du sens aussi. Oui, c'est pas fou. J'aurais quand même peur du côté des Yankees qu'on se retrouve avec un Josh Donaldson 2.0. Je pense pas que ce soit le cas. Arenado n'est pas rendu là dans sa carrière, mais on sent que c'est sur la pente descendante. Là. Moi, pourquoi je te nomme New York, c'est que, un, il y a une clause de non-échange, puis il peut décider de sa destinée. Deux, pourquoi il voulait partir de Denver, c'était pour aller vers un club qui pouvait gagner systématiquement, finalement. Bon, ça c'est vraiment pas arrivé à Saint-Louis, mais on s'entend qu'il y avait ce potentiel-là. C'est les grosses équipes qui peuvent se permettre ça. C'est les grosses équipes qui peuvent se permettre de manger de l'argent. Tu sais, je le vois pas accepter d'aller à Toronto. Pourquoi il accepterait d'aller à Toronto? Tant qu'à ça, reste à Saint-Louis. Tu sais, fait je pense que ça va être compliqué comme dossier. Je suis vraiment pas persuadé qu'il veut à ce point-là partir non plus. Ça fait partie de l'équation parce que, tu sais, au Colorado, il avait demandé une transaction. Là, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas demandé de transaction, Nolan Arenado. Il est possiblement ouvert à partir s'il y a un bon fit, mais il n'a pas mis son point sur la table en disant « Moi, je ne joue plus jamais une game ici. » C'est pas ça qui est arrivé. Non, c'est sûr. Mais là, tu parles de Toronto. Le seul scénario possible, si Toronto performe, on est dans un scénario hypothétique, encore une fois. On est premier de la division. On est au mois de juillet. Tu l'as mentionné, il veut gagner. Puis, admettons que Toronto n'a toujours pas de joueur de troisième but. Est-ce qu'il pourrait prendre la chance d'essayer de gagner un championnat avec Toronto? Peut-être. Mais c'est le seul scénario possible. Je joue à l'avocat du diable à ce niveau-là. Si je suis son agent, je me dis, hey, peut-être que l'hiver prochain, il y a des New York qui vont vouloir aller chercher ou des clubs comme ça. Attends une minute avant de demander d'accepter une transaction à Toronto parce que eux, ils n'ont pas signé Guerrero, ils n'ont pas signé Bichette, ils n'ont pas signé Bassett, puis l'an prochain, le club va tomber en ruine. Puis tu vas être dans la même position qu'à Saint-Louis, mais à Toronto. Fait que, attends une minute, tant qu'à ça, reste à Saint-Louis, mais je comprends d'où ça vient. Mais ça reste un peut-être que, mettons, les deux clubs de New York seraient. Fait que là, on se projette en 2026. Ouais. Est-ce que les deux clubs de New York vont aller chercher un Nolan Arenado encore plus vieux d'un an? Je ne sais pas. Question. Mais c'est ça. Ça va être un calcul à un certain moment. Là. Bonne question. Fait que tout ça pour dire, Benoît, c'était une très bonne question. Parce que justement, c'est pas simple comme dossier. C'est le fun de format podcast, justement, parce que c'est le fun d'en faire des textes, mais des fois, c'est pas facile à exprimer tout ça en texte. C'est plus facile de le faire en format podcast. Donc, puis on change d'idée en parlant. Fait que... Absolument, absolument. Quand tu changes d'idée en écrivant, tu fais juste effacer. Fait que... C'est ça, il n'y a personne qui le sait. Le texte sort à 400 mots, t'en as écrit 900. Patrick qui nous dit ici, Mike Trout va jouer 162 matchs l'an prochain? Non. Moi, là, Mike Trout, là, pourquoi? Le seul avantage que Shohei Ohtani quittait, c'est que tu t'ouvrais le poste de frappeur de choix. Les 29 matchs qu'il a joué l'an passé, j'ai vérifié l'autre fois, je suis sûr à 95% des chiffres. 24 matchs au champ centre, 5 comme DH. Sais-tu qu'est-ce que ça devrait être? 14 dans le champ droit, 15 comme DH. Un match sur deux frappeurs de choix, puis l'autre, pas au champ centre, là. C'est fini, Mike, le champ centre. Fini, non, c'est ça. Puis, tu as été excellent au champ centre. Félicitations, c'est pas toutes les vedettes qui jouent à cette position-là. À cette heure, tu es à l'âge et avec le corps où chiffre à droite, puis hey, je dis à droite, si tu es mieux à gauche, là, tu iras à gauche. Mais il faut que tu joues dans les coins extérieurs. Il faut que tu aies du temps comme frappeur de choix. Le poste est ouvert, profites-en. C'est le seul avantage que Shohei Ohtani ne soit pas là, c'est que tu ne te bloques pas comme frappeur de choix. Profites-en.
Exactement. J'ai rien vraiment à ajouter à ça. C'est terminé, le Char-5. Terminé. Il ne faut même plus qu'il mette le pied là. On n'en parle même plus. Il s'en va, comme tu dis, dans les coins du champ extérieur. Puis, pour ma part, là, il serait frappeur de choix, puis il ne jouerait même pas en défensive. S'il veut s'acheter des saisons dans le baseball majeur, il doit évoluer comme frappeur de choix. C'est malheureux parce que c'est un excellent voltigeur, c'est un excellent joueur de balle, un des meilleurs de l'histoire. Mais là, ça ne marche plus. Ça marche juste plus. Son corps est en train de le lâcher. C'est ça. C'est arrivé à bien des sportifs. C'est dommage comme fin. Ça aurait été bien plus le fun de dire Mike Trout a monté une bonne équipe à Anaheim. Ça va bien. Shohei Ohtani est resté, participe aux séries, se bat pour la série mondiale, a la chance de peut-être avoir le titre de chef du baseball majeur un jour. On n'est plus là parce que son corps est en train de le lâcher. On a construit alentour de 2 gars. Il y en a un qui est parti, puis l'autre, son corps l'a lâché. Fait que c'est dommage. Benoît qui nous demande est-ce que Rizzo va se trouver une nouvelle équipe? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Juste par son jeu défensif, juste par ses qualités de leader, je ne vois pas comment une équipe peut se passer de ses services. Puis je ne parle pas nécessairement d'une équipe de tête, mais tu amènes un Anthony Rizzo dans ta jeune formation. Si je prends l'exemple des équipes qui sont en reconstruction, qui sont en train de construire quelque chose de beau, tu veux avoir ce genre de joueur-là dans ton alignement. Puis je vais même aller jusqu'aux Yankees. Si le prix est raisonnable et que le reste de ton alignement est complet, pourquoi ne pas le ramener? Anthony Rizzo a connu de bonnes séries malgré le fait qu'il était blessé. On l'a vu, c'était difficile défensivement. On sait qu'il ne pouvait pas frapper à pleine puissance, mais quand même, il plaçait la balle en jeu parce qu'il a de l'expérience et il amène quelque chose dans l'abri, dans le vestiaire que tu n'auras pas de jeunes joueurs, de joueurs sans expérience. Donc, pour moi, ça reste une possibilité à New York. Sais-tu où je le verrais, Anthony Rizzo? Je ne le sais bien pas. À Détroit. Pourquoi pas? Il n'y a rien de stabilisé au premier but. Tu ne t'obliges pas à le faire jouer 162 matchs. Tu parlais d'une équipe émergente. Il pourrait amener du leadership là-bas. Il pourrait aider les jeunes. Il pourrait amener son expérience. Je le vois à Détroit, moi. Puis, c'est un excellent point que tu amènes. Moi, juste imaginer AJ Hinch comme gérant avec Anthony Rizzo qui, tu sais, Hinch va savoir qu'il peut compter sur ce vétéran-là. Le travail que Hinch a fait avec ces jeunes joueurs-là, t'ajoutes un vétéran de la trempe de Rizzo, ça change complètement la donne. Là. Puis là, tu peux construire autour de ça. Les Tigers, on le sait, dans la rotation, c'est très faible. Mais l'équipe qui sont en train de construire, ils vont être là pour quelques années. Donc, de la préparer avec un vétéran comme ça, excellente idée. Il y a eu Cabrera qui a été là pendant des années. Il pourrait prendre une partie de ce leadership-là. Il ne gagnerait pas trop cher. C'est parfait pour Détroit. Ouais, tu sais quoi, je le vois à Détroit. Je le vois à Détroit. Tu viens-tu juste de penser à ça? Oui, parce que quand tu disais avec une équipe émergente, je me disais quelle équipe? Puis là, je vais t'avouer, je n'ai pas écouté ta réponse parce que là, je faisais Kansas City. Tu n'as pas besoin de me l'avouer, tu n'écoutes jamais mes réponses. Ouais, ça, c'est un bon point. Jean-Michel qui nous demande ici quel joueur des Marlins va être échangé cette intersaison parce qu'à chaque saison, il y en a un. Il en reste plus bien, là. C'est pas l'année où est-ce qu'on échange Sandy. Là. Non. L'an prochain. Non, mais en plus, qui revient d'une opération. C'est pour ça que je dis ça. L'an prochain. L'an prochain, c'est ça. On va se le garder parce que. Mais cette année, là, il n'en reste plus beaucoup là, qui ont une réelle valeur puis qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose. J'en vois pas bien. Ce qu'on avait à offrir, on l'a offert. Puis là, il faut vivre avec. Puis oui, Alcantara va éventuellement quitter, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Là. Je ne pense pas qu'une équipe va prendre ce risque-là. En ce moment, je ne le vois pas. Le Cook qui rentre dans la discussion. Bonjour Cook. Pour nous demander, Charles Leblanc qui a signé un contrat des mineurs chez les Braves, est-ce qu'il aura la chance de se faire valoir? Moi, je m'attends à ce qu'il ait sa chance au camp d'entraînement. Évidemment, il n'y a personne qui se dit ici qu'il va avoir un poste de partant à Atlanta. Il n'est pas à ce point-ci de sa carrière, puis il n'est pas avec la bonne organisation pour faire ça. Mais il peut jouer derrière Matt Olson au premier, il peut jouer derrière Albies, qui est souvent blessé quand même au deuxième but. Dustin Riley au troisième coussin, peut dépanner au champ aussi extérieur, au besoin une fois de temps en temps. S'il y a un bon camp d'entraînement offensif, peut-être qu'il peut s'acheter un poste sur le banc là, des Braves d'Atlanta. Pourquoi pas?
Ils n'arrivent pas dans un environnement facile, dans le sens Non. on a déjà des gros noms dans cette équipe-là. Mais tu le dis, on est souvent blessé. Puis tu l'as aussi dit, Antopoulos, il voit tout le temps un coup à l'avance. Il va prévoir ce genre de choses-là. Donc, il va chercher des joueurs. Présentement, les Braves, ils n'ont pas besoin de Charles Leblanc, là, on va s'entendre. Mais ça se peut très bien qu'ils vont en avoir besoin au cours de la prochaine saison. Donc, on est allé le chercher. On va le placer dans les bonnes circonstances. Charles Leblanc le sait qu'il n'y aura pas un poste de partant. Les Braves le savent également. Mais s'il travaille bien, s'il prouve sa valeur au camp d'entraînement, bien, les Braves vont savoir qu'ils peuvent compter sur ses services. Puis dès que l'occasion va se présenter, parce qu'elle va se présenter, les joueurs des Braves, malheureusement, sont toujours blessés. On l'a vu encore cette année. Donc, ça va arriver. Puis Alex Antopoulos a prévu le coup en allant chercher Leblanc. On parle des Braves ici. Je vais te poser la question à toi, Benoît, qui nous a demandé les Braves redeviendront-elles les Kings de la nationale? Dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens d'un club qui ne gagne pas nécessairement beaucoup en série ou un club qui a. Est-ce que tu parles, mettons, des Kings de Los Angeles, des deux coupes de 2012-2014? Fait que, si tu veux clarifier ton point, on va prendre une autre question en attendant. Puis, J'ai on l'impression y que c'est verra. dans le sens revenir à leur domination de certaines années, là, quand d'ailleurs Acuna est en santé. Là. Ah, les Kings comme les. Les Ah, les Kings, Kings ouais, comme. je OK. pense, OK. je pense, OK. Moi, ouais. tu vois, j'avais dans la tête une équipe, puis j'avais Lâche le pensé aux hockey, Kings de lâche Los le Angeles. hockey. Là. Ouais, là-dedans, qu'est-ce Ouais, que c'est tu ça. fais? On est au baseball. Là. OK. Ben écoute, ça a du bon sens. Fait que je vais te la poser la question parce que tu as l'air de la comprendre. Exactement, nous dit Benoît. Donc, deux morceaux de robot pour Sébastien. Excuse-moi, Benoît, j'ai mal compris ta question. Ben, Donc, Sébastien. peut-être que je suis dans le champ aussi, puis que je l'ai compris Non, non, complètement à Benoît a l'inverse. dit exactement. Ah, Fait OK, bon. que OK. t'as compris, puis c'est certainement pas moi qui ai dit exactement. Fait que, désolé En pour tout ça, cas, moi, mon je te le Benoît. dirais pas. Mais, Non, c'est ça. Fait que je te pose la mais question. Est-ce qu'ils vont redonner les Kings de la nationale ou ce titre-là appartient aux Dodgers? Tiens. Bon. ben, je pense qu'on a tous les éléments en place pour le faire. On a l'expérience, on a les joueurs qui sont présents, on a Alex Santopoulos qui fait un travail exceptionnel. Il va falloir rester en santé. Ça va être ça la clé parce que si les Braves d'Atlanta sont en santé, pour moi, il n'y a aucun doute qu'on arrive en série de championnat, qu'on peut sortir les Dodgers de Los Angeles, à moins que les Dodgers fassent encore 72 acquisitions et qu'il y ait une masse salariale de 3 milliards. Mais pour le moment, avec l'expérience qu'on a à Atlanta, puis je suis convaincu qu'Alex Antopoulos va adresser les lacunes qu'on va avoir l'an prochain, si on est en santé, incluant Ronald Acuna Jr., c'est la clé. Si ce joueur-là redevient le MVP qu'il a été, oui, on pourrait redevenir les Kings de la Ligue nationale. Est-ce que ça va arriver? Mais là, il y a beaucoup de si là, dans ces affirmations-là. Puis si ça marche pas, ben, ils pourraient gagner 2 Coupes Stanley. Aussi, oui, c'est ça. Je comprends tout. Oui. Il serait temps que tu quittes, là. Ouais, c'est ça, mais Oui. ça achève là, de toute façon. Patrick qui nous dit ici, il me semble qu'on ne parle pas beaucoup de Pete Alonso. Sébastien, parle-nous de Pete Alonso un peu. Mais j'allais juste dire, on va en parler car Juan Soto va signer son contrat. S'il ne revient pas avec les Mets, mettons, la question que j'ai envie de te poser, parce que le fit le plus naturel, on dirait, j'ai envie de te dire, ce serait les Mariners. C'est qui ont clairement un besoin d'attaque. Ceci étant dit, est-ce que avec le fameux 54% de victoire sur 10 ans, est-ce que c'est trop d'argent sur un joueur de premier but? Est-ce que ça va être trop cher pour les Mariners, un Pete Alonso? Peut-être, surtout si, admettons, un club comme les Yankees sont dans le dossier puis ils décident qu'ils ont besoin d'un joueur de premier but à tout prix, puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher d'autres joueurs. On n'a pas pu mettre la main sur Soto. On doit avoir des joueurs à l'avant-champ. On décide qu'on met nos billes sur Alonso. Je ne pense pas que les Mariners vont pouvoir accoter ce que les Yankees vont mettre et d'autres gros clubs également. Par contre, si ce n'est pas le cas, bien peut-être qu'un sleeper, justement, comme les Mariners, pourrait se faufiler. Si le marché descend un petit peu et que d'autres joueurs autonomes ont déjà signé, ça pourrait arriver. Benoît qui nous suggère ici Alonso avec les Giants. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, aussi. Il y a plusieurs possibilités. On a des. Il y a certaines équipes qui ont un besoin à cette position-là. Il y en a d'autres qui n'en ont pas nécessairement, mais qui peuvent jouer avec leur alignement pour changer certains joueurs. Donc, Alonso va avoir un petit peu le choix des cadeaux. Restera à voir. Ça dépend tellement de choses. Ça va dépendre de Soto, ça va dépendre de Bregman, ça va dépendre des autres joueurs autonomes qui sont présents dans cette cuvée. Qui va sortir en premier?
Ça va dépendre de Scott Boras aussi. Évidemment. Écoute, mon père nous mentionne Alonso avec les Tigers. Tu sais, on parlait tantôt d'un besoin peut-être au premier coussin. La différence peut-être entre un Rizzo dont on parlait tantôt, outre le prix, là, c'est que si tu signes Pete Alonso, il faut que tu échanges Spencer Torkelson. Tandis que si tu signes Rizzo, tu peux le garder. Mais Alonso, ouais, il est là plus à long terme, c'est un gars de tous les jours. Mais je déteste pas l'idée. Tu sais, on parle de peut-être qu'il pourrait avoir une acquisition. Il y en a beaucoup qui parlent de Bregman au troisième coussin. Pourquoi pas Alonso du côté du premier? C'est pas impossible Détroit. Je peux pas dire que j'y crois à 100%, mais c'est pas impossible. Je ne sais pas si on est rendu là à Détroit. T'sais, si tu amènes un Pete Alonso ou un Bregman, comme tu as dit, il faut que tu gagnes assez vite parce que ces gars-là vont perdre de la vitesse dans les prochaines années. Puis je pense pas que les Tigers soient nécessairement rendus à ce niveau-là malgré ce qu'ils nous ont montré l'an dernier. Vraiment, là, j'aime beaucoup ta proposition de Rizzo. Ça fait tellement de sens d'amener un vétéran qui ne te coûte pas cher, qui va comme faire la transition jusqu'à temps qu'on se rende au moment où on peut gagner. Puis là, peut-être qu'on va aller chercher le gros joueur autonome à ce moment-là. Question ici de Jean-Michel. Les Phillies sont très silencieux, à part vouloir échanger bombes bizarres, sachant que c'est une saison ratée pour eux l'an passé. Moi, j'ai l'impression qu'ils travaillent dans l'ombre plus qu'autre chose parce que j'ai bien de la misère à croire que le bon vieux Dombrowski est sur le pot de chanceux en ce moment. Là. Je pense qu'il est sur le téléphone pas mal, mais je pense qu'il est dans l'ombre. Et tu sais quoi? Je pense que ça fait son affaire d'être dans l'ombre. Oui, je pense qu'il est encore plus dangereux dans cette situation-là. Oui, vraiment. Là. On entend que les Phillies sont là, qui veulent s'améliorer, mais on n'en entend pas vraiment parler concrètement. Donc, comme tu dis, ça me fait croire qu'ils sont vraiment là, qui attendent de voir ce que le marché offre. On parlait d'une équipe mystère dans le dossier de Juan Soto. Est-ce que c'est les Phillies? Peut-être. Là, pourquoi pas? Là? Fait que, je pense pas qu'ils laissent nécessairement aller les choses. Ils regardent ça peut-être un petit peu de plus loin, mais ils vont rentrer dans la danse au bon moment. Moi, je ne serais pas étonné que les Phillies sortent avec le meilleur releveur du marché. Ils en ont besoin, hein? Mais il y en avait quelques-uns, il me semble, l'année passée. Ouais, ça n'a pas été échangé sur un cours de saison? C'est ça, hein? Une bonne idée. Ouais. Benoît qui nous mentionne, il ne faut pas oublier les Astros. J'ai l'impression qu'ils vont être agressifs. Je ne sais pas s'ils vont être agressifs. Je pense qu'ils vont vouloir être agressifs. Je ne suis pas certain s'ils vont l'être. Parce que c'est un club que quand c'est trop cher, eux, ils disent non, va ailleurs, merci pour service rendu. Fait que je ne sais pas. Au bon prix, oui, ils peuvent être agressifs. En même temps, je dis ça, ils ont signé le contrat, un des contrats les plus lucratifs de l'histoire pour un releveur l'an passé avec Josh Hader quand il n'y en avait pas besoin. Fait ils peuvent être surprenants quand même, mais je ne sais pas si j'ai le feeling qu'ils vont être agressifs. Mais je ne déteste pas le point de vue, Benoît. J'ai plus l'impression qu'ils vont être agressifs l'an prochain avec Kyle Tucker. Ouais. Tu disais, si c'est trop cher, il se retire. Pour Tucker, peut-être que là, on va être vraiment jusqu'au bout pour le garder. Cette année, ça a été plus difficile. On a connu un début de saison très, très laborieux. Est-ce qu'on a les éléments en place? On risque de perdre Alex Bregman, sauf si son marché diminue un petit peu. Donc, est-ce qu'on va être agressif dans d'autres domaines? Je ne suis vraiment pas sûr. J'ai l'impression que ça va être plus l'année prochaine. Messieurs qui nous ont posé des questions, merci beaucoup. Vous avez été très, très, très actifs pour ceux qui nous écoutent en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Tu vois, attends, comme je dis ça, il y a Cook qui nous arrive avec une question, dernière petite question qu'on va prendre ici. Question champ gauche pour les Yankees de Seb. Nolan Arenado à Yankees, est-ce que tu y crois? Sinon, c'est quoi son impact dans le line-up? Il fait tout. J'aime particulièrement, on a discuté tantôt d'Arenado justement avec les Yankees, mais là, il fait tout. Dans l'alignement des frappeurs, tu le places où, toi, Nolan Arenado? Ben, il va fitter beaucoup plus bas que par le passé, Arenado. À moins que, là, c'est sûr qu'on parle dans l'optique où Juan Soto est encore dans l'alignement. Mais je ne pense pas que tu puisses le placer très haut dans cet alignement de frappeurs-là. Puis ce que tu vas avoir, c'est un vétéran, un joueur qui est très, très fiable défensivement, qui stabilise cet avant-champ-là. Mais tu ne dois pas compter sur Nolan Arenado pour driver cet alignement offensif-là. Il faut que ce soit les gars qui sont en place, les gars peut-être que tu vas aller chercher. Mais
comme on l'a dit tantôt, il est un petit peu sur la pente descendante. Fait que tu peux le placer un petit peu plus bas dans le rôle offensif. Quand ça va aller bien, ça va être une profondeur extraordinaire, mais tu sais que tu vas pouvoir compter sur son leadership et sur son jeu défensif. Ça ne changera pas. Donc, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions donc en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Merci à tous ceux aussi qui nous écoutent, Sébastien, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui, exactement. On pensait finir ça de bonne heure ce soir. Finalement, ça n'a pas été le cas. Hein, mais, c'est le fun parce que, écoute, pour vrai, là, à chaque fois, je me disais, c'est la dernière question. Il y avait toujours une question qui rentrait. Ça fait 20 minutes que je pense que c'est la dernière question. J'adore ça. C'est pour ça qu'on a fait le format live. Là. Ben oui, sinon, on profite de ce format-là. Mais oui. Comme des soirées comme ce soir où. Puis regarde, le Rizzo, là, j'aurais pas eu la réflexion tout seul nécessairement là, de penser aux Tigers là, si ça n'avait pas été de ce format-là. Exactement. On s'en allait pas vraiment dans cette direction-là. Donc, c'est ça qui fait qu'il est le fun. Mais pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous en live, en direct ce soir, le jeudi, bien, vous allez pouvoir retrouver cet épisode-là sur toutes les bonnes plateformes. On va le placer dans quelques minutes. Et bien sûr, sur notre site web passionmlb.com, on va placer l'épisode de ce soir. Tous les épisodes, ils sont répertoriés, mais également, on a plusieurs textes à chaque jour sur l'actualité de la saison morte présentement, mais tout au long de la saison aussi. On a, évidemment, comme tu l'as dit, la saison morte qui est couverte sur Passion MLB en format texte plusieurs fois par jour. Donc, on vous invite évidemment à continuer de nous lire, continuer de nous écouter. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Sébastien, encore une fois, toujours un plaisir. Bien, merci à toi. C'est le fun de te parler et c'est le fun de parler aux auditeurs aussi. J'ai-tu vraiment dit ça? Là? Ouais, c'est ça. Hein, en le disant, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'aille là. Ouais. Quel visage à deux faces. Ouais, c'est ça. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.